On peut passer à l'autre sujet. Bon, si vous n'êtes pas au courant, ChatGPT a sorti une nouvelle version plus aboutie et dans lesquelles il y a notamment de la génération d'images bien mieux faite parce que ça pouvait déjà générer de l'image, mais c'était un peu bon. Ok. Et là, c'est vraiment c'est quasi nickel quoi. Et c'est justement sur ce quasi nickel que certains jouent. Mais bah, c'est vraiment très très beau et voilà, et du coup c'est beaucoup plus accessible parce qu'avant il y avait déjà des mid-journées, ça faisait vraiment vraiment du super taf là-dessus. Et du coup, bon ben, c'est vraiment. Vous voyez là cet extrait-là que j'ai pris tout à fait innocemment. Euh, Ça pose quand même beaucoup de questions. Pas tant que ça, tu peux juste être là en mode ah, c'est joli. Ouais, on peut le reconnaître que c'est joli. Bon, après, il y a des moments, genre, je dis ça au moment où tu as ce truc-là à côté, je comprends pas, mais bref. Euh, c'est plus joli que l'animé sur les Rohirrim. C'est un peu vrai, c'est ça qui est horrible. Donc voilà. Mais voilà, mais c'est un peu joli. C'est voilà, c'est correct. Franchement, c'est plutôt correct. Il y a même parfois des beaux plans. Bon, il n'y a pas un plan qui dure plus d'une seconde. C'est un peu les limites de ce genre de truc d'IA. D'autant plus qu'il a dû un peu se casser le cul pour faire en sorte que ça soit, enfin retaper la chose pour que ça soit à peu près joli tout ça. Mais probablement que ça a coûté 250 €, mais que ça a pris une plombe aussi. Mais ça a pris, ben, bien évidemment, beaucoup moins de temps que de l'animé en fait. Donc voilà. Après, j'ai vu plein de gens dire analyser vraiment en termes de réal, etc. Bon, la réal est en fait assez creuse. Il n'y a pas grand chose à en dire. Mais du coup, ça pose la question parce que actuellement, du coup, ça se propage énormément. Vous avez déjà vu énormément, je pense, les trends là-dessus. Il y a évidemment l'ancienne interview de Miyazaki où il parlait en fait d'une nouvelle technologie en 3D qui, par IA, par intelligence artificielle, mais différente. C'est pas de l'intelligence artificielle générative qui ressort, ou c'est une interview je crois de 2016, enfin dans le docu sur sa vie là, où en fait il y a des gens qui viennent le voir, extrait très connu, hein, bien sûr, je vais essayer de le rechercher. 250 € pour même pas une minute, bah, t'es là, bon bah une minute d'animation, tu sais comment, combien ça coûte, poisson. C'est quand même pas mal. Miyazaki AI, voilà. Il y a cette interview là, donc du coup c'est un modèle d'intelligence artificielle qui en fait permet d'apprendre des mouvements et de pouvoir avoir des mouvements beaucoup plus rapides et de manière beaucoup plus précise. Et ça c'est des trucs en fait, c'est genre je sais pas, euh, training an AI to jump, je vais regarder ça, un truc du genre. C'est des trucs où en fait il y a voilà, typiquement ce genre de truc où vous avez des itérations en fait qui vont. On lui dit il faut que tu ailles du point A au point B, et du coup il va de mieux en mieux faire les choses. Et donc là par exemple c'est entraîner une IA pour qu'elle marche. Et ça du coup bon ben petit à petit l'oiseau fait son nid et à un moment du coup il va commencer à être plus stable, et il va commencer à faire mieux les choses. Et du coup voilà, il va commencer à faire ses premiers pas, etc. Et du coup, bon, bah ça, c'est du deep learning. C'est tout à fait ça, à tout à tout. C'est-à-dire que c'est du. En fait, tu apprends de l'itération précédente et tu apprends de manière très. Plus légitime. Et surtout, alors, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois. À chaque génération, parfois, tu vois des trucs de type. Bah, en fait. T'as des personnages qui marchent, mais qui marchent un peu bizarrement et pas de manière très très stable, mais où ça permet d'aller plus vite vers l'autre point. Et où par exemple il va sauter, enfin il va vraiment être comme un chien, tu vois, donc voilà. Et sauf que des fois l'IA réussit en trichant, c'est exactement ça, exactement ça. Donc du coup, c'est complètement con parfois comme truc. Et donc il y a ça qui est montré à Miyazaki, voilà, où tu vois qu'il y a des personnages qui bougent avec leur tête et où c'est complètement con. Et où du coup, bon bah, ça montre ça à Miyazaki. Bon bah, vous pouvez penser à sa réaction, mais du coup, il regarde ça, il est complètement exaspéré. C'est effectivement de l'IA, mais c'est pas de l'IA générative. Donc attention.
Et du coup, bon, bah, c'est évidemment ce qu'il va en dire, c'est que... Alors, il y a aussi ça, c'est que à chaque fois, il y a des gens qui disent que... Ils trouvent que... Enfin, ils trouvent que l'IA générative qui est montrée ici, c'est une insulte pour les personnes handicapées. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est-à-dire que vraiment, il dit, bah, en fait, moi, je connais quelqu'un qui est handicapé, où c'est dur de lui serrer la pince, tout ça. Je vois ça et je ne peux pas regarder ce que je vois ici, quoi. Genre, je trouve ça nul. Et je trouve que c'est une insulte à la vie. Et il parle vraiment plus précisément de ça, mais il parle aussi de la technologie. Donc vraiment. Et c'est de dire, je ne veux jamais incorporer cette technologie dans mon travail. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de tech bros qui sont là en mode, attention, Miyazaki n'a pas dit ça. Il a quand même en partie dit ça. Il faut être honnête 5 minutes. Il a quand même en partie dit, attention, voilà, je veux pas incorporer tout ça, mais voilà. Et du coup, bon, bah, les tech bros qui sont allés voir Miyazaki sont là en mode, bah, on voudrait construire une machine qui dessine des images. Et Miyazaki qui lui est un peu... qui lui, sa conclusion, c'est nous sommes proches de la fin des temps. Donc bon, je pense que ça dit beaucoup de choses sur son avis et que il n'est pas non plus... Enfin, il n'est pas... comment dire, il n'est pas pro-IA, ça je pense qu'on peut le dire. Il parle de sa technologie là, dire Miyazaki anti-techno, c'est juste pas précis, hein. On parle du vendeur d'avion, bien sûr, non mais bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire, hein. Je sais pas si ça s'est mal traduit au passage, mais ce que je voulais dire, c'est évidemment que Miyazaki il parle de cette technologie là spécifiquement, des IA génératives par deep learning, enfin des IA, des intelligences artificielles par deep learning, pas forcément des IA génératives, hein. À l'époque ça n'existait pas totalement, ou du moins c'était beaucoup plus sommaire. Mais voilà, mais pardon, je voulais lire un message que j'avais lu tout à l'heure. Le truc, c'est que c'est un assemblement de plans de 2 secondes sans cohérence. Chaque vidéo est un prompt et ça serait très dur de faire une logique. C'est ce qui est le plus dur de toute manière avec l'IA générative. C'est de faire quelque chose qui soit stable, en fait. Qui soit stable de bout en bout et où... bah, c'est pour ça qu'on fait des tonnes de character sheet hein, quand tu fais de l'animation. C'est-à-dire que vraiment, bah, du coup, le style, il bouge un petit peu à chaque fois. Parce que, bah, regardez là. Genre, vous avez un visage... ici, qui n'est pas très qui est quand même, qui a ces petits détails, et juste après, le même visage, hein, si je me trompe pas, vu de près, où tu as 50 000 détails. Pourquoi il y a 50 000 détails? Genre, vraiment, alors que c'est pas non plus un plan qui est 50 fois plus, qui est 100 fois plus rapproché, c'est-à-dire que c'est à peu près la même valeur, et ne serait-ce que dans cet enchaînement-là, vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un souci, c'est-à-dire que c'est... pourquoi là c'est ultra détaillé? C'est parce qu'en fait, ça a mis Ghibli Style, et en fait Ghibli Style, ça définit quoi? Ghibli Style, c'est défini en fait quelque chose de très très large, parce que les styles Ghibli, bah, en fait c'est très très large, ça dépend de film en film, ça évolue en fait, et c'est ça que les IA de toute manière ne pourront pas comprendre, c'est qu'une IA, elle peut évoluer dans son carcan, mais elle peut pas évoluer organiquement comme le style humain le fait. C'est pour ça que pour moi, genre, c'est pas une menace, tout ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est une menace pour les gens qui font des Shutterstock. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être pour les gens qui font de la pub. Ça, de toute manière, on a déjà vu des pubs générées par IA et tout. Mais du coup, moi, là où je trouve ça badant, c'est évidemment que bah, tout le monde reprend ça, y compris la Maison Blanche. Y compris la Maison Blanche qui voilà, qui voulait se moquer de quelqu'un qui s'est fait virer de son pays et qui du coup a utilisé ce style-là. Super ça, super, vraiment. Donc bon, bref, c'est génial. Et du coup, un ami streamer a fait ce très bon tweet qui moi perso je l'aime bien parce que ça fait réfléchir. Toute cette esthétique IA par ChatGPT qui est repris par des organismes d'extrême droite, Imo, ça prouve que l'esthétique de Miyazaki est fasciste compatible. Alors, attention, parce que évidemment il y a plein d'arguments à ressortir de type oui mais Miyazaki c'est quelqu'un d'extrême gauche, le temps des cerises, dans Porco Rosso, il voulait faire des grèves dans l'animation, tout ça. Il y a plein de trucs à en dire comme ça, mais la réalité c'est aussi
que oui, le fascisme va tout se réapproprier. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est très populaire, là, que ce soit les montages génératifs par IA, Ghibli, l'esthétique Ghibli, l'esthétique mangas même, des trucs du genre, bah oui, est-ce que ça va... est-ce que ça va devenir... est-ce que ça peut être repris par le fascisme? Oui, donc en fait, il y a un peu un côté où toutes les esthétiques peuvent être facho-compatibles. Maintenant, est-ce qu'il y a une analyse... moi, je pense, pour au premier degré, que le tweet de Raz, il est assez... voilà, il est assez... mesquin, ça on peut le dire. Il est assez... il est juste là pour faire parler, mais comme beaucoup de ses tweets de toute manière, et beaucoup de ses hot takes, notamment, il y avait une hot take en mode Toriyama, j'en ai rien à foutre, des trucs du genre, bien sûr. Mais pour le coup, bah, rappelle que... Enfin, je sais pas s'il y a vraiment une vraie analyse à faire en mode oui, mais le retour à la nature dans Miyazaki, est-ce que c'est pas quelque chose de très conservateur là-dedans? Et la société japonaise, et son rapport à son fils, tout ça, est-ce que ça se transparaît pas dedans? Son rapport à son héritage, à lui-même, est-ce qu'il y a pas quelque chose d'égocentrique? Il y a peut-être quelque chose à analyser là-dessus, mais pour le coup, je pense qu'on peut dire que de manière générale, l'esthétique de Miyazaki, quoi que ça veuille dire d'ailleurs, parce que ça veut dire beaucoup de choses, hein, c'est pas que Miyazaki qui a fait sa propre esthétique, mais c'est de manière générale, les intentions, c'est plutôt de faire quelque chose de gauche, voire d'extrême gauche, surtout pour un pays comme le Japon, hein, je pense que c'est plutôt vu comme quelque chose d'assez gaucho, hein, Miyazaki, parce qu'on est là en mode le Japon, c'est un pays d'extrême droite, rappelle qu'il y a quand même énormément de groupuscules d'extrême gauche, hein, autour de, notamment, renseignez-vous autour de Ashita no Joe, grand manga qui a été repris par des groupuscules d'extrême gauche. Dans Le Vent se lève, il construit des avions pour les alliés des nazis. Justement, moi, je me suis un peu endormi devant Le Vent se lève parce que j'étais jeune quand j'ai regardé et que j'étais fatigué, mais il y a un vrai truc où c'est aussi une réflexion dans Le Vent se lève, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on fait, et il rappelle que Miyazaki il est très inspiré aussi de Antoine de Saint-Exupéry. Moi là en ce moment je suis en train de lire Vol de nuit, il y a aussi de ça, il y a aussi de ce côté-là où c'est absolument effroyable d'avoir une passion pour cette ingénierie-là, pour les robots, pour les avions, pour tout ça, mais de voir que c'est utilisé pour la guerre. Et ça, c'est absolument horrible. Et c'est des réflexions, de toute manière, qu'il y a partout, notamment dans les œuvres japonaises, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Donc voilà. Et du coup, bon, bah, il y a évidemment énormément de réactions autour de tout ça. Mais voilà. Mais c'est... Mais de toute manière, voilà, pour en revenir et pour un peu clore tout ça, évidemment que toutes les esthétiques sont facho-compatibles à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que même le fascisme a repris le punk, le fascisme a repris les skinheads, le fascisme a repris énormément de choses. Et après, il y a aussi un boulot qu'on peut faire à l'inverse. C'est-à-dire que à gauche, par exemple, on peut reprendre des choses qui sont habituellement de droite, pour les critiquer, évidemment. De manière générale, par exemple, moi je pense à Jinro, je pense évidemment à tout ce qui est les Stormtroopers, à tout ce qui est Star Wars également. Enfin, tout ça, tu peux te dire que il y a quelque chose, pas trop les drag queens. Alors attendez, attendez, parce que pour l'instant c'est pas encore mainstream, mais en fait il faut se dire que dès que le fascisme voit quelque chose devenir mainstream, entre guillemets, bah, il va vouloir se le réapproprier. Le rap, par exemple, ils sont en train d'essayer de se le réapproprier, et il y a des petits rappeurs qui sont généralement très très mauvais en plus, qui essayent de se lancer dans le rap, et qui sont d'extrême droite. Le fascisme essaie de se réapproprier, le journalisme essaie de se réapproprier plein de choses, entre guillemets, plein d'esthétiques également, pour ça, Cro-Blanc, mais aussi Millésime K, bien sûr. Qui sont très mauvais, hein, bien sûr. Mais ça me fait penser au FAF avec des PP manga de persos ultra tolérants. C'est ça, c'est-à-dire que il y a aussi un truc, c'est que en termes de lecture, bah, les gens qui regardent des œuvres comme celle de Ghibli, comme celle de Miyazaki, n'ont pas une lecture très très forte en fait de ce que c'est. C'est-à-dire que tu peux pas regarder ce genre de film-là et être vraiment d'extrême droite. Ou alors c'est un contresens idéologique.
Et je veux dire, il y a plein il y a plein de séries, il y a plein de films que je regarde personnellement qui sont de droite et où je sais qu'elles sont de droite, et pourtant j'arrive quand même à les apprécier. Et ça c'est normal, mais c'est juste faut en être conscient. Il faut pas se dire, il faut pas essayer de retourner la chose. Moi c'est de toute manière l'exemple qu'on prend tout le temps, c'est Matrix. Matrix qui a été repris par les personnes, par l'extrême droite en mode red pill, blue pill, tout ça, pour en faire quelque chose de facho. Quand bien même c'est fait par deux meufs trans qui voulaient plus ou moins parler d'une métaphore de la transidentité. Donc voilà. Je connais un mec faux sur rien, c'était le plus grand fan de Caris que j'ai jamais vu, et je pense qu'ils sont des milliers. Bah oui, bah oui. Je connais un facho turbo fan de One Piece dont le perso préf c'est Akainu. Bah, c'est pas très étonnant du coup, mais voilà. Ça me termine les gens qui perdent leur maître quand quelqu'un dit Luffy il aurait libéré les pales. Oui, parce qu'en fait ils vont te rétorquer d'autres choses. Ils vont te dire non parce qu'ils protègent la royauté dans le truc dans le désert là. J'ai oublié le nom. En plus c'est le meilleur arc dans l'arc dans le désert. Des trucs du genre. Tu dis oui. On peut aussi questionner le rapport confusionnisme de certaines cultures avec les idéologies qu'elles conscientisent ou non. T'as voulu utiliser des mots compliqués mais t'as rien dit avec ça. C'est ça le truc. Alabasta. Voilà, il dit oui, il veut rétablir la royauté à Alabasta. Donc bon, c'est voilà. Non mais après, oui, poisson, hors de la blague, évidemment il y a un rapport parfois... en fait, je sais même pas si c'est un rapport confus, c'est juste un rapport complexe, souvent, à la vie et à certaines questions politiques. Et de toute manière, l'art est là pour parler de questions politiques complexes. Pour ça que bon, les IA là pour l'instant ne te mettent pas des rapports politiques complexes, ils te mettent juste des esthétiques et te disent regarde c'est joli. Bon c'est un peu compliqué de réfléchir à tout ça, et je trouve qu'il y a très peu de gens pour l'instant qui ont réfléchi l'IA sous cet angle là. Mais c'est pour ça que après il y a des mauvais artistes qui vont mal faire leur taf, ça on peut le dire, mais je pense que c'est assez marginal et que de toute manière il y a un côté où moi à partir du moment où effectivement One Piece est repris par des gens d'extrême droite, je ne comprends pas, parce que One Piece te dit son message 50 fois. Genre vraiment. Et c'est pour ça que moi je suis tout à fait opposé aux gens qui disent non, il faut être très premier degré, il faut pas représenter des méchants, faut représenter des trucs comme nous, etc. Je me dis c'est... non, c'est très limité en fait les gens. Hein. C'est très très limité. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est même pas subtil. Bah oui, c'est ça, c'est même pas subtil. Et dans l'œuvre de Miyazaki, c'est même pas subtil non plus. Et là, je pense à Miyazaki, mais je pense aussi surtout à Takahata. Takahata, pour le coup, si vous trouvez que Miyazaki, c'est un peu trop subtil, bah allez voir Takahata, là, vous serez servi. Hein, parce que ça soit Pompoko, que ça soit Le Tombeau des Lucioles, c'est quand même deux films qui sont très très clairs. Hein. Vraiment, il n'y a rien à rajouter. C'est très très clair sur ces messages, sur ce que ça dit, sur ce que ça raconte. Je pense que c'est impossible, par exemple, de voir Le Tombeau des Lucioles et d'être pro-guerre. C'est impossible. Vraiment impossible. Parce que pour le coup, bah, tu te places du point de vue des victimes. Évidemment que c'est dur du coup d'être pro-guerre. Enfin, vraiment. Après, la royauté dans One Piece, c'est vraiment de circonstances. Quoi, il y a des dirigeants de pays bons et mauvais. Quoi, c'est pas tellement la monarchie. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que les gens rassemblent le tout et comprennent pas ce qu'il y a là-dessus, quoi. Donc bon. Ça empêche que plein de fachos l'aiment. Si tu trompes. Ah bon? Vraiment? Enfin, d'un mec qui dit l'inverse. Bah, ça me paraît chaud, hein. D'aimer la guerre à cause de ça. D'aimer la guerre en voyant Le Tombeau des Lucioles. Ça me paraît pour le coup être un non-sens, quoi. Un non-sens. Après, si vous avez une vidéo qui dit le contraire, moi je suis curieux. Je suis curieux sur ce côté-là. Si c'est pas trop long, on peut même la regarder, quoi. Je connais des gens qui sont dans l'armée et qui kiffent ce film. Après, en fait, ça le truc, c'est que je vois le truc en mode on fait la guerre pour l'arrêter. Il y a un peu ce côté-là. Peut-être. Voyons voir. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est en anglais? Est-ce que c'est... Il y a plein de questions à en faire. Tac. Alors, parce que... Oula. Oh là là. Voyons voir ça. Moi, je suis curieux. Je suis curieux. Ouais, oui, le titre, il me fait rire. Mais voyons voir. Voyons voir. C'est une situation très tragique. Mais c'est aussi une bénédiction pour Seita qui peut essayer de se construire un paradis rien que pour eux deux. C'est comme ça que le romancier à l'origine du Tombeau des Lucioles décrit son œuvre, et Takahata, le réalisateur du film, lui dira de son côté qu'il n'a jamais voulu faire pleurer son audience, et qu'il aurait aimé que le public prenne plus de recul sur l'histoire qu'il aurait racontée, et une vision beaucoup plus objective. Et d'ailleurs, s'il avait voulu raconter une histoire triste, il y a plein d'autres endroits au Japon avec des histoires bien plus terribles,
Ici, C'est quand même une histoire très très triste. La bombe atomique, je pense qu'on peut se le dire. Après, voilà, en fait, moi c'est pour ça aussi le truc, c'est que je trouve que c'est toujours un peu... Enfin, ça ne sert à rien. Et c'est vraiment... C'est pas un truc en mode... c'est intéressant ou un truc du genre, c'est que je trouve que ça ne sert à rien d'aller voir les déclarations de l'auteur principal pour analyser ses thèmes, tu vois. Enfin, je me dis, bah non, tu analyses la chose comme elle est, et puis basta. Et après, bon bah, oui, en vrai, je dis ça sert à rien. Ça peut servir pour donner des pistes de réflexion que t'avais pas non plus en tête. Mais théoriquement, normalement, un film, il est là et il fait les choses, quoi. T'es jamais le méchant de ton propre film, les sionistes ont vraiment l'impression que les Palestiniens... Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le film commence avec le cadavre de leur daronne qui se fait graille par des asticots, mais non, c'est pas triste. Bah oui, enfin, c'est... Voilà. Si vous voulez l'objectivité, pourquoi faire un film sur uniquement 2 persos qui vivent une vie horrible? Bah oui, enfin, je comprends pas, c'est tire-larme, les tombeaux des lucioles, c'est pas non plus... C'est pas grave de tire-larme, hein, moi j'adore. il s'agit d'une version très romancée de la guerre que certains qualifieront presque de conte de fées, et d'autres diront que ça ressemble bien plus à une romance qu'à un film de guerre. D'ailleurs, son réalisateur dira qu'il ne s'agit pas d'un film anti-guerre, mais bien plus d'une critique de la jeune génération, de son égoïsme et de la fuite du réel. Et ça, il nous le dit très bien assez tôt dans le film avec la première métaphore concernant les lucioles. Dans cette scène, Saïta... On n'a pas le même regard sur la bombe qu'un japonais, après il y a nécessairement un décalage, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Les rideaux sont rouges parce que Balzac il a des momies Luciole, c'est ce qu'on apprend en cours de français. Puis pourtant, bah, ça peut être une idée, bien sûr, ça peut être quelque chose qui est important, enfin, ça peut être un angle d'analyse que de dire ça. Mais après, est-ce que c'est l'angle d'analyse principal? C'est ça le truc, en fait. Puis même l'extrême droite japonaise pourrait utiliser ce film pour activer des velléités impérialisme. Oui, bien sûr, bah, c'est de toute manière aussi, il y a un vrai côté où c'est dur de défendre être de gauche au Japon. Donc dans les déclarations officielles, est-ce que tu vas dire nécessairement que t'es de gauche, etc. Enfin voilà, tu es l'auteur, oui c'est ça. Enfin tu es l'auteur de Roland Barthes qui a un super texte là-dessus. En mode, bah en fait ça limite énormément les analyses que tu peux en faire. montre à Setsuko comment jouer avec des lucioles, mais celle-ci finit par les tuer. Oui. Seita lui explique qu'il ne faut pas les serrer trop fort, mais directement après il continue de jouer avec des lucioles, n'étant apparemment pas dérangé par l'idée qu'il pourrait les tuer. Cette métaphore elle revient lorsqu'il va organiser un festival de lucioles. Justement, vu qu'il ne les serre pas trop fort, il ne les tue pas. Dans l'abri, où il va vouloir faire un câlin à Setsuko, mais elle lui dit qu'il la serre trop fort. La scène se finissant alors par l'image d'une luciole qui meurt. Ouais. Oui, mais qui meurt naturellement. Enfin, oui, évidemment, en fait, c'est plus que la mort peut être précipitée, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, il ne faut pas le faire, il ne faut pas précipiter la mort. C'est pour ça que il faut pas faire la guerre. Enfin, on peut l'analyser comme ça, quoi. La bêtise de la jeune génération, oui, ben commencez par pas leur foutre des bombes sur la gueule, ça pourrait aider. Bah oui, bien sûr. On savait déjà à ce moment-là de l'histoire que les abris ont tendance à avoir un mauvais impact sur la santé de Setsuko. On savait déjà à ce moment-là de l'histoire que les abris ont tendance à avoir un mauvais impact sur la santé de Setsuko. Les abris? C'est sorti avant, sorti il y a un an. Hein. Et d'ailleurs, une des dernières phrases du film nous dit que l'endroit est vraiment magnifique. Ça renforce vraiment cette idée qu'il a juste voulu... Mais justement, parce que moi par exemple j'ai vu récemment Tardes de Soledad. Tardes de Soledad est un film que je vous conseille. Rappel, voilà, documentaire de Albert Serra. Et en fait, genre, un film peut bosser de manière très antinomique ses thèmes. C'est-à-dire que tu peux avoir par exemple quelque chose qui est ultra lumineux, mais où, bah en fait quand tu connais ce qui s'est passé avant, tu peux que avoir un goût doux amer. Et je prends l'exemple de Tardes de Soledad parce que par exemple il y a des gros moments où t'as une dichotomie, enfin non pas une dichotomie mais une opposition entre merci pour le follow, une opposition entre ce qui se passe à l'image et ce qui se passe au son. C'est-à-dire que tu as par exemple c'est une dissonance, voilà, une dissonance entre ce qui se passe à l'image et ce qui se passe au son. Et où t'as du coup par exemple un taureau qui est en train de mourir, qui est en train de saigner, qui va pas bien, enfin, parce que Tardes de Soledad est un film sur les toréadors. T'as un taureau du coup qui est en train de mourir, et au son, t'as le public qui est en train d'applaudir. Et ça là-dessus, t'as un message qui est... En fait, c'est ça aussi, c'est que pour donner des messages complexes
il faut nécessairement aller dans une forme de complexité en termes de récit, en termes de propos, en termes de comment tu apportes les choses. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que souvent c'est complexe. Et ça là-dessus, pareil, cette scène-là, en mode ah oui mais il fait beau à la fin. Bon bah oui évidemment, après la guerre il y a la paix, généralement. Mais pour certains, et pas pour d'autres. Mais bah, évidemment que c'est au prix de centaines de sacrifices. Donc voilà, les scènes de serial killer se font de musique classique. Bah oui, bien sûr, les scènes d'ultra-violence, enfin, Orange Mécanique joue sous ce thème-là. C'est des scènes d'ultra-violence, mais où t'as de la musique classique en fond. Et ça donne quelque chose de complexe. Et c'est comme ça que tu racontes quelque chose de complexe, en fait. C'est quand même ça, enfin. Le fond et la forme, bah... Non, c'est même pas le fond et la forme, non, c'est juste deux formes qui s'opposent. Et donc, ça crée un fond plus profond. Plus profond, lol. Plus important. Et c'est pas ça, en fait, justement, faut jamais décorréler le fond et la forme. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais du coup, bah, la forme peut prêter... C'est la base du cinéma. Hein. La base du cinéma, c'est vous mettez un plan puis un autre, et ça dit quelque chose sur l'opposition entre ces deux plans, ou le rapprochement entre ces deux plans. Et du coup, bah, si tu rapproches deux plans qui sont différents, bah, ça va créer un fond différent. Et un message différent. Se construire un film nous dit que l'endroit est vraiment magnifique. Ça renforce vraiment cette idée qu'il a juste voulu se construire un paradis pour profiter de la vie pleinement, tout en fuyant la réalité de ceux qui œuvrent pour la reconstruction du Japon. Il préfère vivre dans un abri et espérer que la guerre dure Propos complexe égale mise en scène complexe, bah oui. le plus longtemps possible. D'ailleurs, à la fin, il ne se sera même pas rendu compte que la guerre était terminée. Cette vision fantasmée du réel, on peut l'apercevoir dans des détails qui vous auront peut-être échappé. Si on regarde bien les ombres, on remarque qu'elles sont violettes. Ouais. Elle fait 5 minutes. Oui, elle fait La 5 minutes. violettomanie, c'est un terme qui a été inventé pour décrire le fait que les peintres impressionnistes abusaient du violet dans leurs peintures, eux qui cherchaient à se Oui. libérer du réalisme graphique qui était imposé en académie pour l'art, et qui cherchaient surtout à nous faire ressentir des impressions. D'ailleurs, l'impressionnisme se caractérise aussi par la représentation de scènes du quotidien en plein air, ce qui est un thème très important pour le réalisateur Takahata, qui tient absolument à nous montrer dans tous ses films à quel point la nature est belle. Mais ça, je suis d'accord avec toi, Rato Tatou. C'est-à-dire que, effectivement, les gosses sont orphelins, trauma, clodo, et du coup, bah, c'est un grand film sur le paraître, les tombeaux des Lucioles. C'est pour ça, justement, que bah, tout est magnifique quand même. C'est-à-dire que bah, tout est beau, tout est... Enfin, c'est un film Ghibli, donc tout est beau de toute manière. Et ça moi, je me souviens, il y avait... une vidéo de Jacob Geller qui avait fait une réflexion là-dessus. C'était sur Hellblade 2. Et Hellblade 2 qui du coup est un jeu sur un thème assez important qui était la santé mentale et la maladie mentale, parce que c'est un personnage en fait qui entend des voix, qui a de graves soucis mentaux. Et il disait bah putain, j'étais censé être dans le jeu, j'étais censé être dedans, mais constamment je me suis dit putain, les pierres elles sont magnifiques dans ce film, dans ce jeu, parce que c'est un des jeux les plus beaux actuellement sur Terre. Hein. Les pierres sont absolument magnifiques. Enfin, waouh, les détails des reflets sur cette flaque c'est vraiment trop beau. Que des réflexions comme ça qui sont complètement connes, que t'es pas censé avoir, et c'est pour lui du coup une forme d'échec. C'est de se dire que en fait, pourquoi tu utilises de la beauté dans un film? Parce que quand tu fais des plans qui sont censés être beaux et qui sont beaux, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu mets des plans magnifiques? Et là-dessus, bah, le tombeau des Lucioles, pour moi, ça a une réflexion là-dessus. C'est-à-dire que c'est se voiler la face, tout simplement, et se dire non, mais on va créer notre propre paradis loin de tout ça, et en fait, bah, la réalité les rattrape. Et c'est ça, moi, j'ai vu les tombeaux des Lucioles il y a très longtemps, donc voilà. Mais de souvenir, c'est quand même que les 10 dernières minutes sont absolument horribles. C'est-à-dire que les persos sont en train de pourrir. Ils sont en train de mourir très lentement. Du coup, il y a toute une animation. En plus, Ghibli, c'est des animations qui sont assez dynamiques, qui sont où ça bouge constamment. Et là, les persos sont au fixe. Donc ça, là-dessus, tu ressens quand même quelque chose. Tu ressens qu'il y a l'âme est partie finalement. Je pense pas que le film soit beau parce qu'il est dans le paraître, mais parce que oui, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire.
Il représente le regard enfantin, c'est ça. Et c'est Ratotatu qui dit parce que malgré tout, le grand frère se bat pour que sa sœur, encore innocente, soit heureuse et garde cette innocence que le grand frère n'a plus. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est peut-être, c'est ce que je voulais dire par le côté le paraître, etc. C'est ce que voulait retranscrire préserver vraiment l'innocence de sa petite sœur. C'est vraiment ce côté-là. Donc voilà, il y a ce côté, effectivement, un regard enfantin, et c'est pour ça que c'est de l'impressionnisme. Donc voilà, je suis d'accord, tout le monde est d'accord ici. En plus, le violet, c'est la couleur opposée du jaune kaki, qui est la couleur principale que l'on voit dans les ruines du film. Ce sont d'ailleurs les deux couleurs qui constituent la tenue du héros, avec cette tenue qui rappelle énormément la poussière, avec juste cette pointe de mauve au niveau de la casquette. Après, on va pas se mentir, Nizo Yamamoto, le directeur artistique du Tombeau des Lucioles, il arrête pas d'essayer de mettre un peu de violet dans toutes ses peintures. Et là, pour le coup, il s'est pas privé, il y a des plans entiers qui sont très mauves. Ouais. Bon, c'est aussi, ça c'est juste un équilibrage, encore une fois, c'est un équilibrage des couleurs pour que ça soit joli. C'est... Pour finir, selon Takahata, le réalisateur, c'est vraiment le protagoniste qui est responsable de son sort à la fin. On voit dès le premier plan du film que les gens n'hésitent pas à lui donner de la nourriture gratuitement, et tout au long... Oui. Oh putain, waouh, c'est... Attends, parce que moi je me souviens plus trop du film, mais c'est juste qu'il est en train de mourir, donc... Du film, on ne le voit même pas chercher du travail. Il y a juste cette scène où il va... Mais... Putain, mais waouh. Va demander un peu d'aide à un agriculteur, et puis immédiatement après, il se décide de lui voler. Alors qu'il avait un toit et des repas équilibrés, il a décidé de partir de la maison qu'il hébergeait. Et même la daronne, qui certes n'a pas toujours été très gentille avec lui, était très gênée de le voir partir, inquiète pour le sort de ses deux orphelins. D'ailleurs, certains diraient que c'est elle la méchante de l'histoire, et d'ailleurs la famille est assez d'accord sur le fait qu'elle n'est pas très gentille. Mais entre nous, dire aux gens d'arrêter de jouer toute la journée dans leur chambre, et leur dire d'aller contribuer à la société, c'est vraiment le starter pack de toute daronne. C'est vraiment en ça qu'on voit à quel point le film... Il a 14 ans. Genre, en fait, encore une fois, il a 14 ans, c'est un gamin. C'est un gamin qui est propulsé dans la guerre. Et surtout, évidemment, que si... Enfin, pareil, pour cette scène, oui, ça lui donne à manger. C'est que, en fait, il est traumatisé et il n'a plus envie de vivre. À cause de la guerre et à cause de la perte de sa sœur. C'est aussi pour ça, c'est qu'il n'a plus envie de vivre. Et quand tu n'as plus envie de vivre, tu n'as plus envie de manger. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement pour les personnes qui font des tentatives de suicide, etc. C'est qu'ils sont en train de mourir à petit feu, quoi, globalement. Va participer à la société, les adolescents pendant la guerre, c'est des kamikazes. Bah oui, c'est ça. Oui, mais on n'a rien sans rien dans la vie. Allez hop, au boulot, au boulot, au boulot. Pour lui, La vie est belle est un film fasciste, je pense. Après, voilà, il y a aussi des films, enfin, c'est tout le débat autour du... Enfin, c'est le Travelling de Capot, donc Capot qui est un film très connu, où en fait, ça... y a si je ne me trompe pas, c'est qu'il y a un moment où ça filme un cadavre et il y a un travelling sur ce cadavre qui est un effet assez racoleur dans l'histoire du cinéma. Donc voilà. Alors c'est très curieux, mais bon, je connais ce vidéaste en particulier. C'est pas la première fois que j'entends des propos hasardeux pour parler du Japon ou d'art japonais. Il y a plein de vidéos qui se contentent de traduire directement d'écrits japonais pour en faire des vidéos en français, mais s'ils parlent pas la langue, le sens de ce qui est dit en japonais n'est absolument pas le même sens en français, voire trahit complètement le propos d'origine. Ah, je connais pas ce vidéaste en particulier, ok. Oui, c'est ça, enfin, c'est... Enfin, j'avoue, voilà, c'est... Effectivement, même pareil, les déclarations de Takahata, les déclarations du romancier original, on pourrait les interpréter en mode, oui, c'est un portrait d'une jeunesse qui... d'une jeunesse perdue, d'une jeunesse qui n'a pas envie de travailler. Est-ce qu'il mérite de mourir? Parce que c'est ça, hein, c'est ce qui se passe, hein, c'est qu'il meurt. Est-ce qu'il mérite de mourir? Bon. Est une critique de la culture otaku et du fait de rester dans sa chambre. Quoi? C'est vraiment en ça qu'on voit à quel point le film est une critique de la culture otaku et du fait de rester dans sa chambre. La culture otaku, elle n'existe pas à ce moment-là. C'est quand même... D'autant plus dans... J'ai oublié qu'il meurt. Si je me trompe pas, il meurt. Enfin, c'est... Quand même. Alors là, rien à... Bah... Ouais. Pour avoir fait une fac de japonais, je sais que c'est bourbier de traduire du japonais. Bah oui. Culture otaku pendant la guerre, bah oui, enfin c'est la culture, enfin je comprends pas. Oui, le raccourci est très Mario Kart là-dessus. Enfin voilà, encore une fois, voilà, no shade contre la personne qui a fait cette vidéo-là. Même à la sortie du Tombeau des Lucioles, pas sûr que la culture otaku soit le problème que c'est aujourd'hui. Bah oui, et il est pas en vie à la fin... Genre il se bat... Ça je sais plus du tout. Vraiment, ça pour le coup je sais plus. La gamine meurt, ça c'est sûr, mais voilà. Est-ce que la gamine mérite de mourir? Ça c'est un truc quand même.
Le film critique les ancels qui flemment dans leur chambre. Il critique le téléchargement. C'est genre les gens qui sont chez eux à télécharger. Bah non, c'est pas la culture otaku. À la limite, c'est la culture de l'oisiveté. Ça peut être. Possiblement. Enfin voilà. On parle très peu de la culture otaku en 88. On connaissait, mais c'était pas très connu. Bah oui. Enfin voilà, il crève, c'est le premier plan du film et après t'as le film en flashback de sa vie. Bah voilà, la culture de la dépression. Non, c'est même pas de la dépression, c'est de l'oisiveté, c'est du fait de vivre au jour le jour. Enfin, et ça c'est un concept philosophique qui dure depuis, je crois que c'était déjà Socrate en mode, il faut manger, la vie c'est manger une pomme par jour et se préserver, ne pas manger tout le pommier, tout ça, enfin des trucs du genre. Enfin c'est, oui voilà, le droit à la paresse, et ça c'est des trucs, ça date depuis des années et des années. Ça à la limite, oui. C'est pas la culture otaku, faut doser un petit peu, enfin c'est pas le même terme. Vraiment en ça qu'on voit à quel point le film est une critique de la culture otaku et du fait de rester dans sa chambre. D'autant plus dans un Japon encore très communautaire où celui qui sort du rang est très mal vu. Et pourtant malgré tout ça, on voit que la société continue à l'aider, même la police prend sa défense et décide d'abandonner toutes les charges contre lui. Oui, parce que c'est un gamin. Et qu'entre-temps, alors si je me trompe pas, quand le film débute et que c'est lui qui crève, la guerre est terminée, si je ne me trompe pas. Alors que Seita lui-même se réjouit des bombardements américains contre la population japonaise qui lui permettent d'aller voler des vêtements. C'est pas qu'il se... Non, mais... c'est pas qu'il se réjouit, c'est qu'il se dit bah ça va m'attaquer moi, donc du coup bah je vais prendre des trucs. Enfin c'est personne. Enfin si demain par exemple il y a je sais plus, il y a Apocalypse, il y a plus rien. Enfin il y a plus de gouvernement, il y a plus de police. Enfin je sais pas, il y a eu effondrement du capitalisme, tout ça. Bah les gens vont aller looter les magasins. Est-ce qu'ils vont le faire par plaisir? Non, ils vont le faire par survie et par instinct de survie et de voilà. La guerre est terminée, ils sont toujours en vie, je crois. Oui. Bah oui, il veut juste survivre, et c'est juste, il veut absolument survivre. Donc voilà. Rendez-vous compte, même la police l'aide, bah oui. C'est Apocalypse, le gamin est prêt à tout. Bah oui, il est pas heureux de le faire. Enfin, c'est... C'est fou, cette vision du monde, ça me fait... Mais c'est... Vraiment, moi, je suis assez surpris. Mais ça m'étonne pas non plus, mais ça me surprend qu'il y ait ce genre de lecture-là du tombeau des Lucioles. Vraiment. Sa réflexion marcherait un minimum si le film rendait son perso principal détestable, mais c'est inverse total. Bah oui, c'est qu'à la limite, au début, tu dis « Ah, il est jeune, tout ça, voilà », mais il est pas non plus détestable, horrible, je sais pas, à tabasser des gosses ou un truc du genre, quoi. Enfin, voilà. C'est ici une autre métaphore du tombeau des Lucioles où on voit que pour lui la guerre c'est un peu une occasion de s'échapper du réel, c'est un peu comme une histoire de zombie ou une histoire d'isekai. Cependant la réalité a des conséquences. Une Luciole ça vit en moyenne 2 mois, juste un été. Et cet été 1945, beaucoup de choses se sont éteintes au Japon. Oui. Alors que beaucoup de Japonais préparaient déjà la reconstruction du Japon, s'est éteint l'espoir de toutes les Lucioles japonaises qui croyaient encore à la beauté martiale du Japon impérialiste. Oui, mais ça c'est... La politique de guerre qui est absolument horrible. Quand bien même il serait détestable, il s'est pris une putain de nuke dans la gueule. Bah oui, c'est ça, c'est d'ailleurs des propos très complexes qu'on peut faire autour de plein de personnages. C'est de se dire, enfin ce personnage est absolument horrible, est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive? C'est toujours ça, enfin c'est beaucoup ça sur énormément de films qui mettent en avant des personnages détestables. J'en ai pas non plus trop en tête, enfin là je pense à Aimer perdre, où il y a ça, où il y a un perso qui est détestable. Après, est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive? Ben non, si tu prends un peu de recul là-dessus, non. Voilà quoi. Et évidemment que c'est quelqu'un qui... En plus, voilà, cette scène-là, c'est juste quelqu'un qui est matrixé par la guerre, et la guerre lui tombe sur la gueule, et lui tombe sur la gueule comme 99% des gens, c'est-à-dire que c'est un perdant. Et on rappelle que dans toute guerre, même... dans le camp des vainqueurs, il y a 99% de perdants, quoi. C'est-à-dire des gens qui meurent. C'est juste ça. Des gens qui participent à ça. Et donc c'est pour ça, c'est un film sur le fait de dire, bah non, les enfants, la guerre, c'est pas bien. La guerre, faut pas romantiser ça, c'est horrible. Il y a encore plein de choses à dire et plein de choses que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo. Et pour en apprendre plus, je vous recommande vraiment la vidéo de Taking, l'interview de Takahata et de Nozaki, et en général d'aller regarder les documentaires du studio Ghibli. Ouais. Ok. Ouais, effectivement, putain, il a dit beaucoup de choses en 5 minutes, hein. Mais ouais, enfin, waouh, c'est beaucoup de gens en commentaire.
Ça me fume les gens qui ont pas capté le troll. Bah, j'espère. C'est possible que ce soit un troll, hein, mais... C'est possible. Mais... Fouf. Je sais pas trop. Je sais pas trop, j'avoue. Moi, je connais pas ce youtubeur-là. C'est possible, Ratio. C'est possible que ce soit un troll, hein. Je sais pas. C'est possible que ce soit un truc en mode interprétation ironique. Comme ça. Si c'est un troll, c'est très mal fait. Ou alors c'est très bien fait, puisqu'on est tous tombés dans le panneau. Mais ouais, c'est... T'as dû mal comprendre, le protagoniste est fasciste et vit la vie de rêve dans sa bulle durant la guerre, non. Vraiment. Ouais, alors 5 minutes de troll et du montage, c'est beaucoup de taf. Bah, après, j'ai déjà fait du taf du genre, hein. mais ouais, enfin, c'est... J'avoue, c'est étrange. C'est étrange. Moi, je suis curieux, du coup. Je suis curieux un peu. Sinon, d'avoir discuté avec lui lors de la sortie sur le rapport au partage, ça l'est pas. Ah. Ah. Dommage. Dommage, dommage. Non, mais voilà, bah écoute, force à ce youtubeur, hein, évidemment. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est... Enfin, comment dire, c'est bizarre, quoi. Ces TikTok sont cool, certainement. mais bon, c'est... Voilà. F, hein. F, évidemment. Enfin, c'est... Moi j'avoue, voilà, je suis surpris. Je suis très très surpris par ça. Genre, ça me... Encore une fois, c'est une preuve que... Bah, il y a des gens qui interprètent les œuvres, entre guillemets, comme ils le veulent. Et ça peut être en raccord avec l'interprétation de l'auteur, mais ça peut être en dehors de l'interprétation populaire des œuvres. Et ça peut être, comment dire, ça peut être aussi quelque chose de complètement con, quoi. Genre, on peut se le dire. Enfin, c'est voilà, quoi. On peut se le dire, quoi. Après, c'est pas grave de pas comprendre un film, mais faut pas le montrer à tout le monde. Oui, c'est... Bon, après, non, en vrai, non, les gens ont le droit de faire ça, quoi. Les gens ont le droit de faire ça. C'est une preuve qu'être un weeb empêche pas d'être de droite, et hop, on retombe sur le tweet de race. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, voilà, parce que pour retomber là-dessus, c'est vrai que Miyazaki, pour le coup, son esthétique, autant peut être, entre guillemets, fasciste compatible. Est-ce que vous connaissez les fans de Disney? Parce que ça, là-dessus, les fans de Disney... c'est vraiment, pour le coup, niveau fascisme compatible et tout, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, méfiez-vous évidemment des esthétiques, méfiez-vous des gens qui reprennent des esthétiques que vous aimez bien. C'est généralement pas des bonnes personnes. donc voilà. Après le mec voit un gamin en galère et il pense quelle merde, c'est fort quand même. Bah, ah ouais, hein. Ah ouais, ouais. En même temps, c'est vrai, Blanche-Neige, film préféré d'Hitler. Après, voilà, il y a aussi un côté baiser de la mort parfois qui est donné, enfin, voilà, quoi. Et oui, il y a des homonationalistes, les gens, ne serait-ce que ça, hein. Il y a des femmes antiféministes aussi. Enfin, voilà, quoi.